Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez, vous l'avez compris maintenant, dans des conditions techniques un peu particulières, toujours à distance de mes invités, mais pour continuer de vous parler de votre économie et de votre territoire, et ce, en recevant les décideurs et les dirigeants du territoire. Sarah Ellery, bonjour. Bonjour, je suis très contente d'être avec vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes député de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem et membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. On aura l'occasion de reparler évidemment de ces aspects de recettes et dépenses de notre pays. D'abord un mot sur l'ensemble des dispositifs portés par l'État pour venir en aide au secours, faut-il dire, de notre économie, de nos entreprises et de nos emplois, notamment sur les territoires. Est-ce que le gouvernement est selon vous à la hauteur dans la gestion de cette crise que nous traversons, crise sanitaire et crise économique, bien sûr, qui lui emboîtait le pas? Sur ces dispositifs, pour moi, il y a une analyse en deux temps. En réalité, on a eu besoin, et ça c'est très bon, on a eu besoin de répondre en urgence à des milliers d'entrepreneurs, à des dizaines de milliers d'indépendants, et il fallait répondre immédiatement. Donc, pour moi, les dispositifs type prêt garanti par l'État ou encore les dispositifs pour les indépendants, les commerçants, ont été bons. Bons pourquoi ? Parce que j'ai pu retourner sur le terrain, discuter avec des indépendants, avec des commerçants, et j'ai vu que ça a fonctionné par leur simplicité. Maintenant, pour le coup, c'est un résultat réussi et c'est à souligner. Maintenant, moi, j'ai une vraie vigilance. Une vigilance qui est sur cette période qui est un peu, un peu hybride et qui est limite. Il faut être vigilant. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir la baisse du chômage partiel, et là il faut avoir une vigilance extrêmement fine parce que toutes nos entreprises n'ont pas pu reprendre de la même manière, et donc il ne faudra pas, en tout cas à mon avis, avoir un couperet strict sur c'est la fin du chômage partiel pour certains secteurs d'activité qui ont pu reprendre. Je crois qu'il faut faire de la dentelle et presque avoir des réponses par localité, territoire, parce que le bâtiment ne reprend pas d'une région à une autre de la même manière, parce que la réalité de nos territoires et la réalité des entreprises, je crois, a besoin et aura besoin encore d'un soutien en termes de chômage partiel si je devais zoomer que sur ce dispositif-là. Alors, vous parlez de réponses qui soient proportionnées ou en tout cas qui fassent preuve de discernement. Est-ce que notre économie a subi, selon vous, un centralisme aigu qui ne tient pas suffisamment compte des réalités locales ? Moi, je crois que ce que nous avons vécu est une vraie prise de conscience générale. Moi, vous savez, je suis une militante de l'économie sociale et solidaire, qui est une économie très territorialisée en réalité, qui place l'homme au cœur de sa pensée. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin d'une évolution de notre économie. Et quand je dis une évolution de notre économie, je pense à une économie qui partage plus la richesse. Parce que nous avons vu la résilience des salariés dans les entreprises. Nous avons vu leur capacité, mais d'une vitesse incroyable, à faire du télétravail et à avoir des productivités encore plus importantes que d'habitude, avec des enfants à garder, avec l'inquiétude de parents des fois malades ou en EHPAD. Et malgré tout ça, nous avons vu la richesse et, l'agilité de notre économie française, et c'est pour ça qu'il faut être maintenant il est temps de plus partager cette richesse et qu'elle soit plus justement créée, et du coup que plus de monde en profite. Bon, une économie qui doit changer selon vous, on aura l'occasion sans doute d'en reparler. Pour l'organisation de notre État, un État qui est capable sur le plan de la réglementation administrative, on l'a vu, d'organiser la société et l'économie, ce qu'il est en train de faire en prenant sa place dans cette situation un peu exceptionnelle. En revanche, une crise qui révèle de grandes fragilités dans la conduite d'un management stratégique et préventif, et notamment sur la question des masques qui a provoqué un confinement fatal pour notre économie? Oui, la question des masques restera un élément, le symbole de ce qui a peut-être le moins bien fonctionné. Ça, c'est une réalité, et je crois qu'il ne faut pas se mentir. Maintenant, ce symbole, qui est finalement ce masque, c'est ce manque de masque, a été aussi le symbole d'autre chose, d'une solidarité qui est née sur notre territoire et d'une prise de conscience générale. Je n'ai jamais vu autant de carrossiers donner leurs masques à des infirmiers libéraux, à donner leurs blouses, leurs surblouses. Donc, quand il y a eu un manque, quand cette centralité a créé un manque et du coup une incapacité, eh bien, la société civile s'est soulevée et a répondu. Par contre,
là où il faut être concret. Nous avons manqué de souveraineté. Et certains piliers de notre économie, aujourd'hui, ce mot revient au cœur de nos débats. Il y a des piliers entiers où il nous faut une vraie souveraineté, en tout cas une souveraineté plus forte. Qui aurait pensé que les masques est un élément nécessaire? Aujourd'hui, nous en avons pleinement conscience et très largement, comme pour les médicaments, comme pour notre énergie, comme pour notre souveraineté agroalimentaire et alimentaire. Eh bien, tous ces piliers, dans l'économie de demain, celle qui est en train de se dessiner, je crois qu'il faudra soutenir encore plus fortement cette transformation pour que sur les éléments essentiels à notre société, nous puissions être beaucoup plus souverains. Bon, Sarah El Haïry, vous êtes évidemment à l'Assemblée nationale et par définition aussi sur le terrain. C'est comme ça que vous partagez votre temps. Quels sont les témoignages de chefs d'entreprise sur votre circonscription en Loire-Atlantique qui vous ont particulièrement marqué ces dernières semaines? J'ai eu toute une première partie de témoignages. Par exemple, je pense à une fleuriste de la Chapelle-sur-Erdre, je pense à un pépiniériste de Saint-Marc-du-Désert, je pense à un boulanger, pareil, de la Chapelle-sur-Erdre. C'est de dire, l'État était là, très vite. C'était facile de demander le fonds de solidarité, ce fonds d'urgence pour les indépendants. On a eu beaucoup de réponses de la préfecture. Ça, c'est les premiers retours. Mais une vraie inquiétude. En disant, mais comment ça va se passer pour les 6 prochains mois? Est-ce que l'économie va reprendre? Comment elle va reprendre? Est-ce que mes gestes barrières sont suffisants? Et finalement, ce questionnement, cette inquiétude, on sait qu'elle impacte, elle impacte la croissance, elle impacte la consommation. Et du coup, ils ont été un peu plus loin en disant, mais moi j'ai changé mes fournisseurs parce que finalement, ça me paraissait plus évident d'être au contact direct avec l'entreprise qui fabrique du plastique. Pour raconter l'anecdote, il y a un coiffeur qui a changé de fournisseur de produits jetables de protection pour ses clients parce que les produits venaient d'un autre pays européen, les frontières étant fermées, c'est très simple. Il a trouvé un fournisseur à Châteaubriand qui fabrique du plastique pour nos abattoirs et qui finalement sont tout à fait adaptables. Eh bien, cette ingéniosité, cette plus-value de la localité, de la proximité, aujourd'hui, nos chefs d'entreprise l'ont mis en priorité supplémentaire. Et c'est sur ces points-là, je pense qu'il faut insister. Bon, les questions évidemment de trésorerie qui concernent directement les entreprises, vous les avez évoquées, les crédits à rembourser, les charges fixes qui continuent, les échéances qui ne sont pas annulées pour partie ou grande partie d'entre elles et qui seront reportées. J'évoquais votre rôle dans la membre de la commission des finances. Vous avez auditionné Frédéric Oudéa, qui est président de la Fédération française bancaire, notamment sur la question de l'évolution des taux d'intérêt. À l'issue de ce PGE, ce prêt garanti par l'État, dans quelques mois, les entreprises devront rembourser en basculant sur des prêts classiques, je dirais, avec des amortissements à 2, 3, 4, 5 ans. Quelle est la garantie de ces conditions de taux et de remboursement pour les entreprises? Est-ce que l'État va jouer son rôle de régulateur? En tout cas, l'Assemblée nationale jouera son rôle de contrôle et il est essentiel que ces taux n'augmentent pas parce que sinon, ça serait une sorte de rater, de louper, où on mettrait en difficulté des entreprises qui se sont projetées avec un prêt garanti par l'État à un taux très faible volontairement, mais qui doit être amorti à minima sur 3 ans. Et d'ailleurs, c'était une des questions récurrentes, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais sous quelle modalité je dois rembourser ce prêt garanti par l'État? Comment puis-je l'utiliser? Est-ce que je peux l'utiliser vraiment pour tout ce dont j'ai besoin? Ces éléments sont des éléments encore anxiogènes aujourd'hui chez nos entrepreneurs et il est essentiel de les clarifier pour qu'ils puissent se projeter. On sait que le plus dangereux dans une économie, c'est l'instabilité fiscale. L'instabilité des modalités de notre économie. Ça, c'est les éléments qui sont anxiogènes, qui fragilisent notre économie. Alors, ma responsabilité, c'est de faire que, via la Commission des finances, avec nos acteurs, je veux dire la Fédération française des banques, avec la BPI, avec Dufour, avec l'ensemble des acteurs, le ministre de l'économie, bien sûr, que nous puissions garantir une projection. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'urgence, il faut que nos entrepreneurs puissent se projeter à moyen terme. Et pour ça, eh bien, il faut donner des modalités beaucoup plus claires au-delà de la situation d'urgence. Pour ça, prêt à taux zéro, comment on fait? Prêt garanti par l'État. Est-ce que, oui ou non, pour cette économie de demain, on ouvre le prêt garanti à l'État à des salariés qui souhaitent reprendre leur entreprise? Moi, je pense que oui, il faut élargir cet accès parce que finalement, c'est aussi comme ça qu'on garantira la résilience de notre économie locale.
Alors, je voudrais qu'on parle aussi du revenu universel. C'est l'occasion, cette crise, en tout cas pour vous, de rappeler ce que vous nommez comme un socle citoyen. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Sarah El Haïry, je me fais le porte-parole de ces détracteurs de ce revenu universel, de dégradation de la valeur travail s'il venait à être légiféré? Absolument pas. Et en fait, c'est l'argument principal de dire attention, l'humain peut être oisif, en fait. Et parce qu'il y aurait un socle citoyen, un socle minimum, alors il ne travaillerait plus. Bien au contraire. En réalité, ce que nous constatons avec ce revenu universel, c'est recréer ce sentiment d'appartenance à une nation collective. Parce que quel que soit le revenu que vous avez, quel que soit votre revenu à l'instant T ou demain, eh bien vous avez cet élément, cette solde finalement qui vous est donné parce que vous êtes français, parce que vous appartenez à cette nation, à cette puissance mondiale. Mais ce qui va vous permettre aussi d'être beaucoup plus entrepreneur, de prendre plus de risques, de finalement créer, de finalement oser peut-être des changements professionnels beaucoup plus aisément. Parce que ce filet ne sera plus un filet de solidarité, mais un filet d'appartenance parce que universel. Finalement, ce que nous souhaitons, ce que nous pensons, c'est que votre projet d'entrepreneuriat, il soit intra-entrepreneur, c'est-à-dire à l'intérieur même de votre entreprise, qu'il en soit en dehors, ou même que vous alliez vers un engagement pour plus de bénévolat, parce que vous pensez que ça crée de la valeur, certes une valeur non marchande, mais une valeur qui est nécessaire pour notre société, alors ça sera du gagnant-gagnant pour toute notre société. Je pense que ce socle, bien au contraire, consolidera et permettra à chacun de plus s'épanouir, sachant que vous connaissez la théorie de la consommation. Plus nous avons de revenus, plus nous consommons, plus nous soutenons l'économie, et je pense que c'est une bonne manière de partager. Nous avons vu à plusieurs moments des crises, et sans avoir par exemple, je pense à la crise des Gilets jaunes, où on a versé une prime supplémentaire de 100 € par salarié. Nous avons vécu cette crise où ça a été plutôt pour les parents d'enfants, mais nous n'avons rien qui est commun à tous les Français, quel que soit leur revenu. Ce socle citoyen peut être cet outil. Fiscal, bien sûr. Je voudrais qu'on parle aussi de la réforme du Code des marchés publics. Vous pesez évidemment pour instaurer une clause locale et sociale dans les attributions, dans les cahiers des charges, dans des temps de réduction de la dépense publique à venir. Est-ce que ce n'est pas sans doute le critère du mieux-disant qui prendra quand même la part sur le local et le social finalement? C'est le risque. Et en réalité, si on prend aujourd'hui la réalité de nos codes, oui, c'est le mieux-disant qui l'emporte. Et c'est bien contre ça que je m'élève et c'est bien contre ça que je refuse de baisser les bras. Pourquoi? Clause locale et sociale. Ça veut dire qu'on arrive à intégrer des coûts externes au simple produit. Si demain, nos collectivités territoriales, c'est 70% de la commande publique. Si nos collectivités demain peuvent faire le choix, avec une nouvelle clause sociale et locale, de commander plus proche, c'est bon pour la planète, et ça, je veux dire, personne ne peut considérer que c'est une cerise sur le gâteau, c'est une nécessité aujourd'hui, mais en plus soutiendrait notre économie territoriale. Et donc, dans une période où, à l'aube peut-être d'une crise, nous donnerions un levier supplémentaire et peut-être demain plus de souveraineté à notre économie, alors je crois que ce n'est absolument pas une dépense vaine. L'argent public doit être évidemment, il est rare, il faut qu'il soit bien utilisé, mais il faut qu'il soit aussi utilisé de manière projetée, avec réflexion, avec stratégie. Je crois que tout euro investi dans notre économie locale n'est pas un euro de perdu, au contraire, c'est un euro investi. Je voudrais qu'on parle pour terminer de ce déconfinement qui a lieu évidemment en ce moment. On va en faire le bilan après 10 jours. Il y aura des annonces fortes du président cette semaine pour la suite et notamment concernant les restaurants, les cafés, les bars. Pourquoi est-ce qu'on autorise et le gouvernement autorise les cérémonies cultuelles dans un espace fermé et que dans le même temps on contraint justement les cinémas par exemple à garder le rideau baissé? Comment est-ce qu'on comprend la réouverture de certains parcs à thème quand l'interdiction de se retrouver dans un restaurant demeure, Sarah El Haïry? Aujourd'hui, ces derniers éléments, effectivement, ils peuvent paraître confusants. Le plus important, c'est on ouvre si on peut garantir les règles sanitaires. Il ne reste plus grand-chose à attendre. Il se trouve que, comme pour le bâtiment en pleine période de confinement, le monde, aujourd'hui, des restaurateurs est en train de s'adapter, de s'organiser, et on est en train aussi de le doter de nouveaux moyens. Comment vous voulez dire à un restaurateur, vous pouvez ouvrir, mais vous gardez la même surface commerciale et vous divisez le nombre de clients par 2? Ce n'est pas viable. Alors il fallait aussi la réponse comme ce que nous vivons aujourd'hui sur notre territoire, l'élargissement des terrasses, des outils de soutien. Est-ce que
Est-ce que ces échanges, ces différences s'expliquent ? La réponse est non. Je ne vais pas vous inventer une réponse qui n'est pas le cas par cas. Chaque situation évolue. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le culte arrive à respecter les règles sanitaires avec la distanciation ? En tout cas, ils garantissent que oui. Très bien. Chacun préporte sa responsabilité. Même si nous avons vu, c'est important cette période parce qu'il y a tous les cultes vont avoir des moments très forts. Hier, c'était une fête chez les musulmans, c'était la fin du Ramadan. Il y a eu l'Ascension, on va avoir la Pentecôte. Toute cette période, c'est une période très riche, culturellement parlant. Mais nous avons vu un culte se réinventer avec des messes sur Facebook ou encore dans la Marne, j'ai trouvé ça assez génial, une messe en plein air où les gens étaient en voiture, une sorte de drive à l'extérieur. C'est essentiel, mais il ne faut réouvrir que si les règles sanitaires le permettent. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment la jauge et l'unique jauge qu'on doit avoir. Ça veut dire quand même que 30% des restaurants qui risquent de disparaître, c'est le tribut à payer pour sortir de cette crise sanitaire ? Absolument pas. Je crois que ces 30% de restaurateurs-là, vous savez, les restaurateurs, nos restaurants, nos cafés, nos bars, c'est notre identité. Tout à l'heure, je parlais de souveraineté économique. Et bien, notre souveraineté économique dépend aussi de notre culture, de notre identité. Alors, il faudra les soutenir et il ne faudra laisser aucun restaurateur sur le bas-côté de la route. Et c'est notre responsabilité, de responsables politiques, mais aussi de Français, que de sortir et de consommer. En tout cas, chez nos restaurateurs, j'ai hâte de les retrouver, moi. C'est vrai que ça me manque quand même. Sarah El-Haïry, députée de Loire-Atlantique, merci d'avoir été présent dans cette chronique à distance pour répondre à mes questions. Chronique que vous pouvez retrouver sur l'application mySun et sur les players de la radio. Merci pour votre fidélité et l'écoute du Son Unique. Je vous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro de Sun Business.